Vous avez parlé de censure, mais vous ne pouvez pas parler de censure, parce que finalement, vous savez bien que c'est contournable. Donc à partir du moment où c'est contournable, quand on dit qu'on bloque administrativement, mais finalement, en fait, on bloque, on se fait plaisir, mais finalement, on peut très bien accéder au site. Donc en fait, c'est contournable. Donc en fait, c'est pas une censure, puisque tous ceux qui savent contourner y accèdent. Et vous ne pouvez pas non plus comparer ce qui se fait en France avec ce qui se passe en Chine, hein, puisque finalement, en Chine aussi, on peut dépasser simplement derrière, on voit qu'on contourne, et là les gens sont sanctionnés. Moi quand je suis en Chine et que j'ai besoin d'accéder à des sites que les Chinois ne peuvent pas voir, ils peuvent, j'y accède, le pouvoir chinois me fait aucun problème alors qu'il le ferait un Chinois. Donc vous ne pouvez pas comparer les choses. Et par contre, quand vous parlez après de principes républicains et de démocratie, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce que finalement, et vous le dites d'ailleurs, Internet remet en cause la souveraineté des États, d'une certaine manière, leur capacité à faire vivre et à faire en sorte qu'une loi s'applique dans un espace donné. C'est une situation réelle que la technique aujourd'hui permet. Alors, si vous vous référez à des principes démocratiques, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Donc il faut nous expliquer à ce moment-là comment est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il y ait de la régulation, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans régulation, dans cet espace qui remet en cause le fonctionnement traditionnel des États, plutôt que de parler simplement de liberté ou de parler de censure, alors qu'en fait ça n'en est pas. Parce que d'une certaine manière, vous participez avec ce type de prise de position à un espèce de blocage entre, j'allais dire, les institutionnels et puis ceux qui finalement fonctionnent dans la sphère du net. Et je crois que c'est pas bon. Et je voudrais, en dernière question, vous demander de réagir à la dernière intervention, parce que finalement, il y a des choses qui me semblent tout à fait intéressantes, en particulier le principe du droit du pays qui, d'une certaine manière, consomme de la page Internet. C'est un peu ce que vous proposiez, sauf que finalement, c'est pas aussi simple que ça, justement parce que c'est aussi contournable. Donc c'est intéressant parce que ça protège aussi les gens, en matière commerciale en particulier, de contrefaçon, de savoir qu'on est toujours protégé. C'est la même réflexion que celle sur la protection des données individuelles qu'on a dans la directive européenne, finalement, de se dire s'appliquera la loi de celui qui donne ses de là où la personne habite quand elle donne ses données à un autre, à un prestataire ou à une société sur Internet. Mais comment réaliser ça de manière fiable sur le plan technique? C'est pour ça que j'aimerais vous demander de réagir à cette intervention. Merci. Alors, notre collègue Vergos est à vous, et puis ensuite notre collègue Gatolin, et ce sera fini, sauf si Michel Boutan a une question. Michel Boutan a une question, donc vous serez le dernier orateur. Oui, moi j'ai beaucoup appris au cours de cette audition. Hein. Et bien sûr, je suis direct. Monsieur Zimmermann, c'est à vous que je m'adresse. Moi, j'ai pas la pratique politique de la langue de bois. Je suis relativement nouveau. Ça fait 3 ans que je suis dans cet hémicycle. Et sincèrement, Monsieur Zimmermann, je pense pas que les politiques soient tous bêtes, et encore moins tous pourris. Moi, je suis très attaché à la liberté. Et je voudrais vous convaincre. J'ai besoin de vous. Mais il y a un problème. C'est que je vous trouve excessif, très excessif. Et que, par nature, tout ce qui est excessif peut être dérisoire. Et j'aimerais entraîner votre adhésion parce que je me dis... vous avez la pratique, en l'occurrence de la toile ici, et vous pourriez être utile à élever la démocratie et les libertés dans ce pays. Moi, ce que j'ai appris, et ce que je vis tous les jours dans mon action d'élu, c'est que toutes les libertés s'organisent. Je n'ai pas le droit de passer au feu rouge. Sinon, je peux tuer mon ami. On passe au feu vert. Et je ne vous entends pas dire
liberté affaiblie ou liberté abattue. Je n'ai pas le droit de sauter et d'aller chez mon voisin le disputer. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas tous les droits. J'ai aussi des devoirs. Et un des devoirs que nous avons, vous et moi, me semble-t-il, c'est de défendre les valeurs de la République. Précisément. La liberté. Or, quand vous dites, par vos arguments un peu fallacieux, et puis vous avez manié, pardonnez-moi, à moins que j'ai fait une erreur, mais c'est subjectif, hein, il n'y a que moi qui l'ai ressenti, mais vous avez manié beaucoup d'ironie, voire de cynisme. Hein. À dessein, j'ai bien compris, pour choquer. Mais vous m'avez choqué. Donc je viens vers vous pour vous dire comment on peut travailler ensemble, parce que la République a même besoin de vos compétences et vos éclairages sur la liberté. Moi j'ai la trouille d'être liberticide. J'ai peur. Vous voyez, quand vous développez l'argument, attention, nous allons donner des missions de surveillance au privé. Je la reçois, cette argumentation. Je ne suis pas sourd, je vous écoute et même je vous entends. Mais par contre, quand vous dites à l'endroit de ceux qui ont la responsabilité de donner un socle à la République, en tout cas de l'administrer, vous dites « Oh, les terroristes sont bêtes. Faites pas attention, vous occupez des bêtes. » Non, monsieur Zimmermann. Non, 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 il n'y a pas des bêtes et des pas bêtes. Non, non, non. Ah, je m'oppose fondamentalement à vous. Les terroristes sont bêtes, mais méchants aussi. Et ils sont terroristes. S'il vous plaît. Non, vous avez la facilité de jouer avec les mots, mais tous ceux qui nous écoutent ou qui nous liront demain n'ont pas votre facilité. Essayons de parler au plus grand nombre des Français. C'est eux qu'on veut convaincre. Sans eux, nous n'aurons pas d'adhésion et donc d'efficacité dans notre démarche. Donc, monsieur Zimmermann, à partir de ce moment-là, moi je vous tends ma main, ne la rejetez pas. Éclairez-moi. Vous semblez savoir beaucoup de choses pour faire en sorte que les libertés soient le moins possible sur la question qui nous occupe aujourd'hui, de la sécurité nationale. Vous semblez avoir des solutions pour nous présenter une démarche qui serait en tout point non liberticide. Moi, je souhaiterais la lire. Alors, où vous situez-vous? Je suis Michel Vergoz, sénateur de La Réunion. Je prendrai un grand plaisir à vous lire. Mais, s'il vous plaît, monsieur Zimmermann, faites-moi grâce de votre introduction, parce que, à la question « Où vous situez-vous ?», vous avez été très, très, très succinct, c'est le moins que je puisse dire. Merci à vous. Notre collègue Gattolin et puis Michel Boutan ensuite. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Pour rappeler que dans le cadre de la Commission des Affaires européennes, Colette Mello et moi-même avons été chargés d'une mission à l'échelle européenne d'interrogation, de questionnement et de réflexion sur, intitulé, alors je conteste un peu l'appellation première et vous verrez pourquoi, Internet, réseaux sociaux et djihadisme. Donc nous sommes effectivement sur des travaux, ça c'est depuis les événements, donc la Commission des Affaires européennes s'est dotée de 6 groupes de travail. Nous réfléchissons à un certain nombre de domaines, comme la question du PNR, donc du fichier voyageur national ou au niveau européen. Et je profite de l'occasion, quand même brève, mais pour dire, si je partage quelque chose avec M. Zimmermann, c'est que j'ai de grosses inquiétudes quant au profilage de masse. On sait que le travail sur des données, on en a énormément. Il y a un criminologue qui s'appelle M. Alain Bauer et qui l'a dit et répété, c'est la capacité et l'intelligence à traiter des données de masse dont qu'il importe. Et une chose typique, les plats pris dans les avions, moi je vais vous dire, je prends toujours les menus spéciaux en fonction de ceux qui sont disponibles parce qu'on est servi en premier dans les avions. Et après je peux dormir. Alors si on croit effectivement que les terroristes ou que les gens qui vont mener une action sont bêtes et vont prendre un plat halal et vont faire leur prière au milieu de l'avion en plein vol, c'est effectivement dans ce profilage de masse, c'est effectivement vers un travail beaucoup plus
qualitatif, ciblé, interrogatif qu'il faut aller. Alors, deux choses. Je ne suis pas intervenu à l'issue de la première table ronde, mais je voulais rappeler quand même à certains acteurs d'Internet que, et même si j'en suis un grand défenseur, le discours de l'autorégulation, le discours de la gouvernance, ce terme stupide de gouvernance que certains d'ailleurs de nos collègues ont introduit en politique alors qu'il s'agit d'abord d'un système économique, je ne citerai pas de nom mais vous voyez qui je veux dire, qui introduit ça, gouvernance commence à me passer par-dessus la tête. J'étais vice-président de la mission sur la gouvernance mondiale d'Internet. La gouvernance mondiale, on voit à peu près ce que c'est-à-dire sous couvert de surtout pas de politique et pas d'État, les intérêts économiques les plus puissants s'arrangent et s'arrogent le droit de beaucoup de choses. En matière d'autorégulation, je voudrais citer... excellent. Merci. Non, mais je voudrais dire... Et fiscaux. Et fiscaux. Et je voudrais dire une chose, d'ailleurs en la matière, sur Internet, on a eu après les attaques, notamment contre certains sites et surtout les attaques physiques contre des personnes. Et je le dis avec d'autant plus de calme que j'ai plusieurs amis qui sont morts parce que je travaillais dans la presse avec eux, donc j'essaye d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Mais quand j'ai vu les Anonymous qui se sont pris pour des super-héros et attaqués en réseau et d'effacer près de 400 sites de Facebook, je me pose la question de ces sites, et je pose la question à M. Chadris, ces sites étaient sous surveillance, c'est une disparition de données, donc si on pense que l'autorégulation c'est face à une attaque de djihadistes qui vont essayer de bloquer, voire pire, le site de Charlie Hebdo, de titre de presse, et soi-même d'attaquer des sites qu'on a repérés, oui, l'avantage d'Internet est de laisser un certain nombre de choses se produire, c'est aussi de pouvoir surveiller et de capter des informations. Puis le deuxième élément, c'est ce terme de cyberterrorisme qui m'agace beaucoup parce qu'on confond l'action de groupes terroristes en propagandistes sur Internet, de diffusion de leurs messages, comme on fait passer d'ailleurs des petits journaux, comme on a utilisé même de grandes chaînes d'information du monde arabe pour faire passer aussi des vidéos absolument odieuses et dégoûtantes. Ça, il y a cette action média, courroie de transmission, comme disait Lénine, en expliquant que la presse du parti était là pour diffuser les idées. Alors c'est vrai que c'est selon un mode moins vertical et plus horizontal, il faut en tenir compte. Et on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Et à mon avis, la chose la plus grave, et qu'on va réintroduire dans nos travaux au niveau de la Commission des Affaires européennes, c'est la question de la cybersécurité. Parce que là, effectivement, ce qu'on note, bon, j'ai la chance et le malheur d'être sénateur des Hauts-de-Seine, donc je suis souvent à Montrouge et j'étais le jour de l'attaque, et il se trouve qu'une des principales sociétés de sécurité informatique, Sifaris, a son siège à Montrouge, et c'est elle qui s'occupe depuis plusieurs années du traitement informatique et de la sécurité du journal Charlie Hebdo. Je peux vous dire, j'y ai passé 2 jours. Vendredi en 8, il y avait 170 millions de tentatives d'entrée par robot à la seconde, et lundi on atteint le chiffre de 1500 milliards à la seconde de tentatives d'entrée par des robots, au point où le prestataire et l'hébergeur américain qui permettait de tenir les flux a jeté l'éponge. Et nous n'avons rien au niveau européen pour dire on permet à ce journal d'exister. Les coûts de sécurité, c'est pas simplement le déni d'accès, dont on parle beaucoup, et je remercie là encore M. Chadris et M. Robert qui ont un peu développé tous ces éléments. Il y a aujourd'hui la volonté d'entrer dans les éléments secrets. La messagerie de Charlie Hebdo était attaquée pour prendre les messages personnels, les coordonnées personnelles des gens qui y travaillent. Alors là, oui, on risque de passer à une phase de cyberterrorisme. Parce que le lien entre le pré-recrutement par Internet, on ne sait pas, la relation qu'il y a entre le recrutement physique, le recrutement à distance, quel est celui qui agit en premier, ou le rôle que peuvent jouer certains imams, ou les rencontres en prison. Oui, je fais très bref. Simplement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des tentatives d'intrusion sur un certain nombre de sites, notamment de médias. C'est très inquiétant parce que demain, ça alimentera le repérage de personnes pour mener des actions. Et d'ailleurs, la vraie question de la liberté de la presse, au moins sur cette question-là, c'est pas seulement d'assurer la sécurité des locaux et des personnes, ça va être d'assurer la sécurité de leur capacité à continuer à diffuser de l'information et surtout à ne pas voir voler, prise des données personnelles qui permettraient d'intimider ou d'aller exécuter quelqu'un. Et là, on pourrait, au sens propre, parler de cyberterrorisme. Moi, j'aimerais effectivement
que les mots, chacun des mots reprenne un petit peu leur valeur et qu'on fasse une typologie un peu plus précise. Et c'est parfois un peu facile d'accuser Internet, comme on peut accuser aussi la presse écrite ou les